General George S. Patton, fiery commander of the famous United States Third Army, which swept all before it on the battlefields of Europe. Returning to the ancient duchy of Luxembourg, liberated a year ago by Patton's army en route to Germany, come the remains of the famous general who survived 2 wars, only to die of injuries received in an automobile accident. His widow accompanies the casket as it is borne on an army vehicle through the silent streets of a great... Il y a des hommes à part dans l'histoire, qui viennent la bouleverser, des hommes au destin tracé. C'est l'histoire d'un militaire, à la vie incroyable, qui malheureusement s'arrêta brusquement. George Patton naît le mercredi 11 novembre 1885, au ranch Wilson Patton, près de la ville de Pasadena, en Californie. Son père, un homme avec une grande culture, ne juge pas utile d'envoyer ses enfants à l'école pour qu'ils y soient gavés de connaissances souvent inutiles. Il leur inculque donc lui-même l'instruction qu'il juge indispensable en s'appuyant sur l'Iliade et la Bible. Patton est particulièrement doué, athlète accompli, plus spécialement dans les sports martiaux tels que le tir, l'équitation et l'escrime. Féru d'histoire militaire, musicien et poète, il s'intéresse aux langues étrangères. Il est aussi brutal avec une grande ganache, ce qui lui portera de graves préjudices. 3 ans après sa sortie de West Point, ce jeune sous-lieutenant évolue avec aisance aussi bien parmi le haut commandement militaire que dans les salons dorés de Washington. Il se marie avec Béatrice Hayet, une jeune héritière de Nouvelle-Angleterre. En 1912, il décide de participer à ses frais aux Jeux Olympiques de Stockholm, où une compétition militaire appelée pentathlon moderne vient d'être ajoutée. Il finit 5e sur 43 participants et se fait reconnaître comme le meilleur des officiers d'active de l'équipe américaine. Le hasard lui donne l'occasion de visiter la France, notamment Saumur, où il se perfectionne en escrime. Il dessine alors un sabre à cette occasion, qui fut aussitôt adopté par la cavalerie américaine. Il tombe littéralement amoureux de Saumur et revient en 1913 et parcourt avec son automobile tout le bocage normand sur les traces de l'armée de Guillaume le Conquérant. Patton rédige un long rapport à l'issue de son voyage sur la campagne normande, expliquant l'importance militaire de cette région en notant au passage et pour mémoire que ces chemins creux, lignes de partage des eaux, seront toujours assez fermes pour supporter des transports militaires quelles que soient les pluies. En 1916, George Patton sort d'un stage au 8e de cavalerie à Fort Bliss quand au cours d'une incursion au Mexique pour tenter de capturer le célèbre Pancho Villa, il devient l'aide de camp et le favori du général Pershing. Pancho Villa conforte sa réputation de bandit insaisissable, mais son aide de camp, Julio Cardenas, est pris en chasse par Patton, qui parvient même à l'abattre. Pas de n'importe quelle manière, mais au duel, au pistolet, comme dans les plus grands westerns américains. Il souhaite jouer un rôle majeur dans cette première guerre mondiale. Ses demandes sont rejetées. Mais le 6 avril 1917, le Congrès américain vote la guerre contre les empires centraux. Patton reçoit 200 soldats pour former les équipages des futures brigades blindées américaines. Il maintient une discipline de fer tout en s'occupant de ses hommes de la meilleure façon possible.
Il installe son centre d'entraînement en Haute-Marne, près de Langres, et choisit les Renault biplaces de 6 tonnes pour ses bataillons. Il commandera ses 6 compagnies plus une compagnie de tanks français. Il va jusqu'à reconnaître lui-même le terrain en prenant d'énormes risques. Sauter de son tank et y remonter, marchant plus qu'il ne courait, courant plus qu'il ne marchait, tantôt devant ses chars pour donner l'exemple, tantôt derrière pour pousser à la roue. Mais pour lui, ces chars ne vont pas encore assez vite. Lors de l'offensive Meuse-Argonne, il continue de se battre comme il a commencé, franchissant les limites de sa mission sans se préoccuper des moyens dont il dispose, de ses responsabilités ni des risques qu'il peut faire courir à son camp. Alors que près de 300 Américains sont bloqués par l'ennemi retranché sur une crête, Patton prend la tête d'un groupe de 6 hommes, dont son ordonnance, et se lance à l'assaut. Une grêle de balles s'abat sur eux, faisant 3 morts et 1 blessé. Patton et un autre de ses soldats continuent d'avancer. Ils arrivent jusqu'à 30 mètres des lignes allemandes, mais Patton est brusquement projeté dans un trou d'obus par une blessure au flanc. L'hémorragie est endiguée et les 2 hommes attendent les brancardiers. La blessure est grave sans être mortelle. Patton refuse de se faire évacuer et se rend au QG de la 35e division pour dicter un rapport sur la situation au front. Mais à bout, il perd connaissance. Il est transféré à l'hôpital de la base 49 près de Dijon. Il soudoie un infirmier, se procure une voiture et s'évade de l'hôpital pour rouler vers le front. Il traverse les lignes alliées et le jour de son 33e anniversaire pénètre dans Verdun, plus que jamais prêt à en découdre. Mais Patton est né le 11 novembre. C'est l'armistice. La guerre est finie. Son évasion de l'hôpital n'a servi à rien, sauf à hériter le général Rockenbach, qui le menace d'une punition sévère. Patton va immédiatement trouver le général Pershing et plaide sa cause avec une telle fougue qu'il réussit à éviter une sanction. Durant l'entre-deux-guerres, Patton compense l'inactivité militaire par une pratique intensive du sport. Il suit des cours de perfectionnement dans les écoles de cavalerie, de commandement et d'état-major. Il a plus de 50 ans et ne voyant aucun espoir de changement, il songe à entrer dans la vie civile. C'est alors que son ami Georges Marshall, qu'il a connu en France en 1917, est nommé le 16 octobre 1938 chef adjoint du haut état-major. Le premier soin de ce dernier est de rappeler Patton à Fort Myers pour l'avoir auprès de lui, au cas où. George Patton suit avec intérêt le déclenchement du conflit européen, d'autant que cette guerre met à l'honneur l'arme blindée. Déjà, il connaît par cœur les ouvrages de Heinz Guderian et d'Erwin Rommel, qu'il a lus dès leur parution, ainsi que ceux de Liddell Hart, de Fuller et de Charles de Gaulle. En septembre 1940, les citoyens soldats américains commencent à affluer, et en quelques mois, il réussit l'exploit de créer de toutes pièces, avec presque rien, une véritable arme blindée. Le général Marshall en est le premier impressionné. La carrière de Patton repart de plus belle, d'autant que les États-Unis sont entrés en guerre le 7 décembre 1941, car les Japonais ont attaqué Pearl Harbor, comme Patton l'avait prédit dès 1935. Patton se retrouve à Londres, où il retrouve son ami Eisenhower. Il lui confie dans son habituel langage imagé « Je suis peut-être con par bien des côtés, mais je suis capable de hausser n'importe quelle unité en 8 jours à un moral de fer. » Le dynamisme et l'enthousiasme du vieux sang et tripes se heurtent très vite au flegme et à la prudence des Britanniques. Patton reçoit ses instructions spécifiques et ses objectifs, s'emparer du port de Casablanca et des aéroports adjacents, et en conjonction avec la force centrale à Oran, établir et maintenir des communications entre Oran et Casablanca. Il dispose de 40 000 officiers et hommes de troupes. L'opération militaire n'a pas été très difficile, ce que convient aisément Patton. Son prestige personnel en sort grandi. C'est maintenant un conquérant, même si dans son consulat du Maroc, il se conduit de préférence en touriste. Il doit organiser le pays pour en faire une solide base alliée et entreprend de superviser cette tâche avec entrain, mais sans passion.
Le 2 février 1943, Eisenhower désigne Patton pour réorganiser la Western Task Force et forme le premier corps blindé afin de préparer l'opération Husky, le débarquement allié en Sicile et en Sardaigne. L'Afrika Korps du général Rommel s'empare de la Tunisie et inflige une sévère débâcle aux troupes anglo-américaines. Eisenhower déplace à nouveau Patton pour le nommer à la tête du 2e corps et sera incorporé au 18e corps d'armée du général Alexander. Patton en chef apporte de nouvelles réformes et oblige entre autres les soldats à porter le casque malgré la chaleur. Le 22 mars, il se heurte à la 10e Panzer Division de l'Afrika Korps dont il stoppe l'offensive un peu avant midi à 3 km du PC d'Allen. Le passage de Patton à la tête du 2e corps reste controversé. Pour certains, il s'est montré incapable de foncer vers la mer pour prendre à revers l'Afrika Korps sur la ligne Mareth, mais pour Eisenhower, Patton a réussi la mission pour laquelle il avait été désigné: ranimer des troupes léthargiques. C'est donc parfaitement satisfait de lui qu'il confie à Patton la préparation de Husky, dont la date d'exécution est le 10 juin. Ce départ prive le vieux Patton de la victoire alliée en Afrique du Nord. Le général Bradley, qui le remplace à la tête du 2e corps, en récolte tous les lauriers, mais Patton n'en prend pas ombrage, car il estime beaucoup son successeur. 300 000 soldats de l'Axe, dont seulement 23 000 Allemands, sont stationnés en Sicile. Mais seule la 15e Grenadier Panzer à l'ouest et la Panzer Hermann Göring à l'est sont vraiment dangereuses pour les Alliés. Patton, lui, est à la tête de 80 000 hommes. On retrouvera également la 2e division blindée, la 82e division aéroportée et les bataillons de Rangers du lieutenant-colonel William Orlando Darby, ainsi qu'une division de réserve de la 9e division d'infanterie. Jamais aucune opération amphibie de cette envergure sur un front aussi large n'a encore été tentée. Et jamais aucune ne le sera, même pas en Normandie où les premières vagues d'assaut n'ont que la moitié de ses effectifs. Le 10 juillet 1943, à 4h30 du matin, Patton débarque en Sicile. Le haut commandement italien, désirant rejoindre le camp allié, trahit alors l'Axe et ordonne que les forces italiennes de défense se retirent ou se rendent sans se battre. Les Américains s'emparent ainsi de Gela dès 8h du matin. Le lendemain, la réaction des Allemands ne se fait pas attendre. Leur division arrête l'offensive et met les Américains en mauvaise posture. Patton débarque en ignorant la réalité de la situation, notamment ce qu'endure la 1re division. À peine posé le pied sur le sol sicilien qu'il est pris sous le feu de l'ennemi. Les panzers allemands du général Conrad avancent dangereusement. En fin de matinée, bien que la bataille fasse rage, la situation recommence à sourire aux Américains et à midi, les premiers renforts leur parviennent. La 7e armée de Patton réussit son débarquement et maintient sa tête de pont de Gela. La 8e armée de Montgomery, qui a débarqué sans difficulté, s'est laissée bloquer par l'ennemi. Patton demande la permission pour que la 7e armée avance rapidement au nord-ouest et au nord pour s'emparer de Palerme et diviser ainsi les forces ennemies. Il obtient un gain de cause. Le 24 juillet, Palerme est prise sans grande effusion de sang et avec une foudroyante rapidité après un parcours de près de 300 km de mauvaises routes tortueuses, n'accordant pas une seule chance de retranchement aux Allemands. Cette campagne éclair rapporte au vieux sang et tripes 44 000 prisonniers, 6 000 ennemis tués ou blessés, 190 appareils abattus et 67 canons capturés. Néanmoins, cette offensive vers Palerme, si elle couvre de gloire le général Patton et confirme l'échec de Montgomery, est plutôt favorable aux forces de l'Axe. Car, entre autres, l'attaque sur Palerme divise les forces alliées et permet aux Allemands d'échapper à l'encerclement, d'où leur manque de résistance dans la ville. Dès la fin du mois de juillet, les Alliés connaissent une série de revers. Les Allemands leur font subir de lourdes pertes et lancent même une offensive contre Palerme. Patton sent le vent de la défaite. Pourtant, il ne l'a jamais connue. Ne pouvant reprendre l'initiative, la guerre s'enlisant, il devient nerveux et se laisse souvent emporter par de violentes colères. Pour se calmer, il visite fréquemment les hôpitaux de campagne, où la vue des blessés lui prouve la valeur de ces hommes et leur grand courage.
Mais lorsqu'il croise dans ces hôpitaux des soldats qui se sont cachés là pour éviter d'aller se battre, sa rage lui fait perdre tout contrôle de lui-même. Le rapide échec de l'offensive britannique que lance Montgomery vers l'Etna décide alors le général Alexander à autoriser Patton à continuer sa propre offensive et même à prendre Agrigent si les pertes ne sont pas trop élevées. Continuant les visites d'hôpitaux, il devient obsédé par les planqués et commet plusieurs bévues, s'en prenant notamment à ceux qui sont hospitalisés pour des simples fièvres. Le 10 août 1943, il frappe à nouveau un malade, le giflant et le traitant de lâche. Il l'expédie hors de l'hôpital à coups de pied, tout en demandant qu'un médecin l'examine pour vérifier qu'il n'a effectivement rien du tout. Malheureusement pour Patton, le soldat Charles Herman Kuhl a 40 degrés de fièvre, souffre de dysenterie chronique et une analyse de sang révèle qu'il a la malaria. Fin août 1943, Eisenhower confie au général Marshall que Patton est essentiellement et avant tout un combattant. C'est un homme entier, d'un tempérament excessif. Cela dit, ses qualités exceptionnelles doivent rentrer en ligne de compte quand on détermine son affectation. Les préparatifs de l'opération Overlord battent leur plein lorsque Eisenhower lui confie le commandement de la 3e armée. Cette dernière est rassemblée près de Knutsford, un petit bourg situé entre Manchester et Liverpool. Il ronge son frein en espérant être engagé à son tour avant la fin du mois. Mais comme tout le monde le sait, l'avance alliée s'avère beaucoup plus lente que ne l'a escompté le général Montgomery. Ce dernier essuie d'ailleurs de sérieux revers et Patton propose d'autres plans pour redresser la situation. Malheureusement, le général Bradley soutient Montgomery et Patton n'est pas entendu. 32 ans plus tard, Patton revient en Normandie. Il débarque seulement le 6 juillet 1944 en Normandie. Patton a l'impression d'être la 5e roue du carrosse dans cette guerre à laquelle il ne participe pas. La 3e armée est en cours d'organisation alors que l'offensive américaine s'essouffle. Je suis tout à fait découragé par le peu de progrès que nous faisons. Je suis certain que si j'étais au commandement, je pourrais percer en 2 jours avec une offensive. 2 blindées audacieuses sur un front étroit soutenu par l'aviation. Nous attaquons un front trop étendu. Une percée américaine sur Avranches est décidée par le général Bradley, qui reprend en fait le plan modifié de Patton. Le plan Overlord, comprenant la prise de la Bretagne, Patton en conclut que la prise d'Avranches va dans ce sens et qu'il peut enfin entrer en action. Les résultats ne se font pas attendre. Ces chars forcent le passage sur la ligne Saint-Lô-Perrier, bousculent les derniers chars de la division blindée SS Das Reich de Heinz Lammerding et Götz von Berlichingen de Werner Ostendorf. Le général von Kluck témoigne. À la suite de la percée de l'avant-garde blindée ennemie, tout le front occidental s'est disloqué. Le flanc gauche s'est effondré. La distance qui séparait Patton d'Avranches diminuait de minute en minute. Le 31 juillet, les Américains roulent sur l'unique pont de Pontobo et déferlent vers le sud. Le danger est tel que la Luftwaffe lance ses dernières forces pour essayer de faire sauter ce pont. En vain. Ce même 31 juillet, Patton réunit son état-major pour sa dernière conférence d'état-major avant l'entrée en action officielle de la 3e armée. Il termine en déclarant « Notre unique plan d'opération est d'avancer et de continuer d'avancer sans nous soucier de savoir si pour cela nous devons passer dessus, dessous ou à travers l'ennemi. Nous n'avons qu'une devise, l'audace, l'audace, toujours l'audace. Ne l'oubliez jamais messieurs, désormais jusqu'à ce que nous vainquions ou que nous mourions dans la tentative, nous serons toujours audacieux. » Avranches tombe aux mains des Alliés. En Bretagne, les Allemands disposent de 10 bataillons d'infanterie affaiblis, 4 bataillons disparates, à grande majorité des Russes blancs et de déserteurs de l'armée rouge, et environ 50 000 hommes des unités de l'air
de la marine et de l'intendance. Des kilomètres de front sont abandonnés. Le 4 août, les forces de Patton, qui ont atteint Fougères après avoir capturé Rennes, font route vers Vannes. Fin août, la 3e armée atteint la Meuse, mais bien que Patton ait l'autorisation de poursuivre son avance, le ravitaillement arrive au compte-gouttes, à tel point qu'il doit bientôt stopper tout mouvement, faute de carburant. Le 19 décembre 1944, on s'est battu de maison en maison. L'encerclement de Metz est parachevé. Cette offensive n'est pourtant qu'une demi-victoire pour les Alliés. Les Allemands ont réussi à tenir Patton et à lui affliger des pertes conformément aux directives que le Führer a données. Hitler prépare l'offensive des Ardennes. Patton surprend par son calme et son humilité, par son sens de la mesure, son attitude uniquement militaire devant l'immensité de la tâche à accomplir dans les Ardennes. Durant toute la bataille, il s'inclina devant l'ampleur de sa tâche et surtout devant la valeur sans égale du soldat américain qui avait été selon lui le facteur décisif de la victoire. À ses yeux, la bataille de Bastogne n'avait suscité qu'un seul héros digne d'être placé sur un piédestal. Le simple soldat des deux camps jeté dans cette aventure déplorable par ses chefs, très optimiste et avide du côté allemand, trop complaisant et maladroit du côté américain. La bataille va durer 42 jours et bouscule les Alliés avec une violence inouïe. Eisenhower et Bradley font appel à Patton pour partir dans le nord arrêter l'offensive allemande. L'état-major de la 3e armée, aguerri par 5 mois de guerre en Europe, réussit alors un véritable exploit, entre le 18 et le 24 décembre, déplaçant la ligne de front, transportant des centaines d'unités de combat et d'intendance, installant plusieurs dizaines de dépôts de munitions et d'essence, établissant un vaste réseau de communication, distribuant des milliers de cartes et d'analyses du terrain, transférant en installant de nombreux hôpitaux d'évacuation. Patton se console d'avoir dû renoncer à sa grande offensive vers l'Est, car pour une fois, il a vraiment les mains libres et peut faire la guerre comme il l'entend. Le 26 décembre, il perce jusqu'à Bastogne, qui a vaillamment résisté aux Allemands. Il attaque le 13 janvier et atteint Oufalise 3 jours plus tard. La grande bataille est finie et gagnée officiellement le 29 janvier. Dans son rapport, Patton écrit avec fierté. Au cours de cette opération, la 3e armée est allée plus loin et plus vite que n'importe quelle autre armée de l'histoire des États-Unis et peut-être de l'histoire du monde. Le 11 novembre 1945, Patton a 60 ans. Pour son anniversaire, les villes qu'il avait contribué à libérer lui offrent de multiples présents. Le petit Luxembourg lui confère la grande croix de l'ordre d'Adolphe de Nassau et sa croix de guerre. Patton, dont la popularité est intacte, adopte une attitude sereine, légèrement teintée d'ennui. La seule fin qui convienne aux soldats de métier, c'est une mort prompte infligée par la dernière balle de la dernière bataille. Le 22 avril, Patton déclenche une nouvelle offensive. Le 4 mai, il atteint Linz et le lendemain, il s'élance en Tchécoslovaquie et s'apprête à fondre sur Prague quand il reçoit l'ordre de s'arrêter sur la ligne Budweis-Pilsen-Karlsbad. Eisenhower ne veut pas de complications politiques avec les soviétiques. Son retour aux États-Unis est triomphal. Les foules en délire de Londres, de Boston, de Denver, de Los Angeles, les accolades officielles et officieuses à Paris et à Stockholm, la reconnaissance éperdue des Luxembourgeois qui l'accueillaient dans le rôle que Patton aimait le mieux, celui de libérateur. Mais le vieux sang et tripes est incorrigible. Il se laisse aller dans plusieurs discours à mettre en garde contre le danger communiste et veut à tout prix entretenir le moral de l'arrière. Au cours d'un dîner à Paris, en août 1945, Patton déclare « Il est regrettable que les Anglais et les Américains aient détruit la seule nation solide en Europe. Et je ne veux pas parler de la France, car maintenant, on a ouvert tout grand la voie au communisme des Russes. » De retour en Allemagne, les soviétiques se plaignent que Patton démobilise trop lentement et maintient même plusieurs unités allemandes dans son secteur d'occupation. Nous allons devoir combattre les Russes tôt ou tard, à la génération suivante. Pourquoi ne pas le faire
tout de suite, pendant que notre armée est intacte et que ces foutus Russes peuvent se faire ramener en Russie à grands coups de pied dans le cul en 3 mois. Nous pourrions y parvenir facilement avec l'aide des troupes allemandes dont nous disposons, pour peu que nous les équipions et que nous les emmenions avec nous. Ils ne peuvent pas blairer ces fumiers-là. De tels propos soulèvent une tempête de protestations. Patton met les pieds dans le plat, d'autant qu'il ne fait nullement marche arrière lorsque le général McNarney lui fait remarquer qu'il risque de déclencher une guerre avec la Russie. Le vieux sang et tripes veut la déclencher, d'une manière ou d'une autre. Patton est nommé gouverneur militaire de Bavière. Il veut désormais oublier le passé nazi des Allemands, en qui il voit les futurs alliés de la lutte contre les bolcheviks. Obsédé par la menace soviétique, il ne s'acquitte que très mollement de dénazifier sa juridiction, écrivant même à sa femme après une visite de Berlin en ruine. Nous avons détruit ce qui aurait pu être une bonne race, et nous sommes sur le point de remplacer ces malheureux par des Mongols sauvages et livrer toute l'Europe au communisme. Eisenhower lui donne 2 avertissements. Mais le 22 septembre, lors d'une conférence de presse, Patton critique ouvertement ce programme, affirmant que les forces d'occupation obtiendraient de bien meilleurs résultats en employant d'anciens nazis au poste administratif ou comme ouvriers spécialisés. Une nouvelle campagne dans les médias américains se déchaîne contre Patton, sommé de rétracter tous ses propos. Patton refuse, et le 28 septembre, Eisenhower lui retire le commandement de la 3e armée. Les liens entre les 2 hommes sont définitivement rompus. La disgrâce de Patton est rendue officielle le 2 octobre par l'annonce de son relèvement du commandement de la 3e armée et de sa destitution de son poste de gouverneur militaire de Bavière. Il en est brisé et profondément choqué. En compensation, il reçoit le commandement d'une prétendue 15e armée américaine, qui n'a d'armée que le nom. Le peuple américain réagit avec compassion au châtiment de Patton, auquel il garde toute son estime. La grandeur et la gloire de ses campagnes sont intactes dans l'opinion publique de son pays. En juin 1945, lors de son dernier séjour aux États-Unis, il vit une solitude heureuse avec sa femme. Puis, il retourne en Allemagne. Le 9 décembre 1946, il part chasser le faisan près de Speyer avec le général Gay, son chef d'état-major. Leur voiture roule sur la nationale 38. Il est sur la route Francfort-Mannheim quand il croise un gros camion qui coupe soudain la route pour s'engager dans un sentier. La voiture de Patton s'écrase littéralement contre le réservoir d'essence du véhicule. L'accident paraît sans gravité. Tout le monde est indemne, sauf Patton qui ne peut plus bouger. Transporté au 130e hôpital à Heidelberg, le diagnostic des médecins est sans appel. Fracture simple de la 3e vertèbre cervicale. Paralysie totale au-delà du niveau de la 3e cervicale. État critique. Diagnostic réservé. Patton meurt le 21 décembre. Il est enterré dans l'immense cimetière militaire américain de Ham, au Luxembourg, parmi les 6000 autres soldats de la 3e armée, morts au champ d'honneur. Plusieurs rumeurs ont couru après la mort de George Patton. A-t-il été victime d'un simple accident, d'un assassinat? Il est difficile de se prononcer pour une thèse plutôt qu'une autre, mais les raisons de l'éliminer ne manquaient pas. Les soviétiques, d'abord, voyaient en lui un ennemi acharné. Les démocrates américains pouvaient craindre que leur adversaire républicain ne présente ce général devenu terriblement populaire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des juifs auraient pu vouloir l'assassiner à cause de ses sympathies envers d'anciens nazis. Enfin, une dernière hypothèse, reprise par le cinéma, celle d'un crime crapuleux commis par une organisation de malfaiteurs à laquelle le vieux sang et tripes se serait attaqué.